Bonjour, voici à présent la deuxième partie de mon analyse sur la décision que j'avais obtenue en janvier dernier. Dans la précédente vidéo, j'avais examiné la question de l'originalité et de la responsabilité de la société poursuivie qui avait utilisé la photo montrant ce pompier en l'intégrant dans un montage qui était ensuite reproduit sur différents produits. Aujourd'hui, nous allons examiner la façon dont nous avons, avec mon client, calculé le montant des dommages et intérêts et le sort qui a été réservé à nos demandes par le tribunal. A tout de suite. Bonjour, donc voici la deuxième partie de mon analyse et si vous n'avez pas encore vu la première, je vous conseille vivement de commencer par le début parce que vous comprendrez beaucoup mieux cette vidéo-ci. Dans la première, je vous parlais de l'originalité de la photo, du choix du défendeur dans une configuration de litige assez particulière, etc. Donc je crois qu'il faut vraiment commencer par le début pour bien comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bref, donc nous avions une photo représentant ce pompier qui figure sur la vignette de cette vidéo. Nous avions ensuite un montage qui avait été créé à partir de la photo, puis reproduit sur des t-shirts, des coques de portable et des draps de plage. Et ensuite, ces produits eux-mêmes étaient annoncés sur Internet, tant sur le site de la société poursuivie que sur ses réseaux sociaux. Et outre cela, le montage lui-même avait été utilisé comme visuel, notamment comme bandeau Facebook de la société en question. Au moment où j'avais rédigé la mise en demeure, je pouvais uniquement chiffrer l'importance du préjudice lié aux utilisations sur Internet en tenant compte des différents canaux de diffusion, c'est-à-dire essentiellement le site Internet et Facebook. Par contre, il était impossible d'évaluer l'importance des ventes effectuées pour chacun des trois produits, parce qu'évidemment, je n'avais aucun chiffre comptable à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avions procédé en deux temps. Dans un premier temps, il s'agissait de chiffrer uniquement ces utilisations en ligne en utilisant cette fois-là le barème UPP. Et dans le même temps, il était demandé au tribunal de condamner la société poursuivie à produire des éléments comptables précis, certifiés par un expert comptable pour arriver à évaluer l'importance du bénéfice qui avait été généré par la société poursuivie avec ses ventes, et donc pour avoir des éléments de calcul à faire du côté du photographe. Et c'est cette partie-là que je vais développer au début de la vidéo, qui a donné lieu au premier jugement rendu en juin 2022. Et ce n'est qu'ensuite, dans un second temps, avec les chiffres des ventes des trois produits, par hypothèse qu'ils nous auraient été transmis donc par la partie adverse, que nous avons pu évaluer, enfin que nous pourrions évaluer cette partie-là du préjudice. Mais avant d'examiner la première étape, je reviens sur une question théorique. Comme vous le savez, les droits d'auteur sont composés de deux catégories de droits. Les droits patrimoniaux qui sont liés à l'exploitation et donc à la reproduction de l'œuvre. Droits patrimoniaux que précisément les barèmes professionnels comme celui de l'UPP dont je me suis servi ou ceux de la SAIF ou de la DAGP par exemple ont pour but d'aider à chiffrer. En d'autres termes, ces barèmes ne concernent en principe pas les droits moraux, c'est-à-dire la seconde catégorie des droits qui inclut notamment le droit au respect de la paternité sur l'œuvre et le droit au respect de son intégrité. Alors il y en a d'autres, mais ici je me limite à ces deux droits moraux-là qui étaient en jeu dans ce litige précis. Donc toujours en théorie, pour chiffrer le préjudice d'un photographe qui est victime d'une contrefaçon, la première méthode à laquelle on pense directement est d'appliquer les barèmes UPP ou d'autres barèmes de façon uniquement précise, pour la partie des droits patrimoniaux et de demander au contraire un montant forfaitaire tout à fait indépendant pour l'atteinte aux droits moraux. Mais ceci se heurte souvent ensuite au fait que les magistrats, face à un montant forfaitaire qui ne s'appuie pas sur un calcul précis, ont en pratique tendance à le réduire presque par principe en fait. C'est même parfois ridicule parce qu'ils ne justifient pas. Ils disent juste le dommage moral sera équitablement indemnisé avec tel montant. Et par exemple, de 10 000 euros, ils rédigent à 2 500 € et on ne sait pas pourquoi. Alors évidemment, c'est leur droit, hein, ils sont là pour ça, mais le but est quand même d'essayer d'obtenir ce qu'on veut dans la mesure du possible. Et donc, comme je vous le disais, quand ils réduisent, c'est parfois à des sommes assez dérisoires. Mais il y a également une seconde façon de faire lorsque précisément les droits des deux catégories ont été piétinés, ce qui était le cas dans cette affaire. Et cette méthode, c'est celle que j'ai adoptée dans différentes procédures depuis des années, y compris dans celle-ci, et pour l'instant, je n'ai pas eu à m'en plaindre, donc j'ai jugé utile cette fois-ci de vous l'expliquer en détail. Et dans cette méthode, on va plutôt considérer que l'atteinte aux droits moraux sur une ou plusieurs œuvres est en quelque sorte un facteur aggravant des atteintes aux droits patrimoniaux, qui sont chiffrés quant à elles à l'aide du barème qu'on choisit. Je m'explique. Pour chaque type de reproduction illégale, on va donc comptabiliser d'abord ce qui aurait pu être négocié si la partie poursuivie avait pris soin de venir négocier préalablement à l'utilisation de l'œuvre. Puis on va appliquer des coefficients multiplicateurs, un premier parce que l'œuvre a été utilisée sans l'autorisation de l'auteur, un second
éventuellement parce qu'elle a été modifiée, et un troisième parce que le nom de l'auteur n'y figure pas par hypothèse, puisqu'on parle des droits moraux et de l'absence de crédit ici. Et donc, dans le décompte qui est présenté à la partie adverse, lorsqu'on envoie la mise en demeure et au tribunal s'il y a une procédure ensuite, les préjudices moraux sont inclus dans le décompte qu'on établit par exemple sur Excel. Ce qui, lorsque les calculs sont suffisamment précis, a parfois le mérite de faciliter la vie des juges. En tout cas, c'est dans ce but-là que je l'utilise. Alors, je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas ce qui les a amenés à me donner raison dans cette affaire-ci, dans une autre où j'avais utilisé la même méthode il y a quelques années. Mais en tout cas, ça a fonctionné pour moi à plusieurs reprises, y compris dans les 2 jugements que je vous commente dans cette capsule et la précédente. Donc pour la première étape, les utilisations sur Internet, le décompte se présentait donc de la façon suivante. Tout d'abord, pour les utilisations sur le site de la société poursuivie, avec chaque fois une première estimation en fonction du trafic estimé du site, de la taille des visuels, du fait qu'il s'agissait bien d'un site avec une vente en ligne, etc. Là, le montant de base que j'avais choisi était de 1120 € par visuel utilisé. Et bien entendu, il s'agit de chiffrer le plus haut possible, mais tout en restant cohérent avec des chiffres d'une fréquentation raisonnable par rapport à la nature du site avec lequel du site concerné par le litige. Et j'ajoutais donc en dessous une majoration de 25% pour chaque poste de préjudice supplémentaire. Donc 25% pour le défaut d'autorisation, 25% pour le défaut de nom et encore 25% pour la modification de l'œuvre. Ensuite, pour l'utilisation des visuels sur Facebook, de nouveau le calcul était fait en fonction d'un trafic cette fois plus facile à évaluer puisque le nombre de followers était visible mais avec le même mécanisme pour les majorations en dessous. Et ça donnait ceci. Et nous arrivions donc, si on prend les 2 parties du décompte ensemble, à un total pour l'ensemble des utilisations sur Internet de 7 428,75 €. En dessous de ce que vous voyez à l'écran, j'avais ajouté au départ 900 € pour les frais des 2 constats d'huissier qu'on avait dû faire, mais le tribunal les a intégrés ensuite dans l'article 700 qu'il a alloué à la fin dans le premier jugement. Donc il n'y a pas eu de poste séparé pour celui-là, mais c'était un moindre mal parce que l'article 700 était quand même bien plus important que le prix des constats eux-mêmes. Et voici donc ce que le tribunal a estimé dans son premier jugement sur cette partie du préjudice. Je cite. L'évaluation du préjudice subi en lien avec les visuels de communication sera effectuée en se référant au barème forfaitaire admis par les usages professionnels et établi par l'Union des photographes professionnels, dont il résulte une somme totale de 7 428,75 €, donc au centime près ce qu'on avait demandé, au titre de l'utilisation irrégulière de la photographie sur les modèles de t-shirts et sur la coque étui de l'iPhone 4 apparaissant sur le site de la société, ainsi que le bandeau principal, le nouveau t-shirt, des coques de smartphone et des draps de plage apparaissant sur la page Facebook de la société. Dans ces conditions, la société poursuivie sera condamnée à payer au photographe la somme de 7 428,75 € au titre des visuels de communication utilisés sur le site internet et sur la page Facebook de la société. Fin de citation. Donc au-delà de ces montants, la société poursuivie, je vous l'ai dit, avait été condamnée à une somme de 4 000 € sur base de l'article 700 du Code de procédure civile, qui est donc, vous le savez sans doute, une disposition qui permet au juge d'allouer un montant supplémentaire et forfaitaire à la partie qui gagne. Et ici, le juge a donc estimé que le coût des constats d'huissier était inclus dans cette somme et a fixé l'ensemble à 4 000 €. Et au-delà, la société poursuivie, comme on l'avait demandé également, était condamnée à produire des pièces certifiées par un expert comptable et démontrant le chiffre d'affaires précis réalisé avec les 3 produits en question, mais aussi les factures des fabricants des produits afin de vérifier le nombre de produits vendus. Alors pour ça, en pratique, il a fallu des mois et le délai fixé n'a pas été respecté par la société poursuivie, ce qui explique en partie la durée de la procédure, puisqu'il a fallu augmenter un peu la pression et faire face à quelques incidents de procédure à ce niveau. Le premier jugement a été exécuté, donc la société a payé les 7 428, etc., plus l'article 700, et elle a fini, enfin, au-delà des délais, mais elle a fini par produire les éléments demandés, du moins en grande partie, et assez pour qu'on puisse avancer. Et ça nous a permis de chiffrer le solde du préjudice, c'est-à-dire donc l'utilisation sur les produits eux-mêmes. Et pour ça, il nous fallait donc trouver dans les barèmes ce qui se rapprochait le plus d'une coque de portable, d'un drap de plage et d'un t-shirt, et argumenter pour expliquer la raison pour laquelle on choisissait tel ou tel barème, puis effectuer les calculs en essayant d'être convaincant. Voici tout d'abord l'argumentation que nous développions dans les conclusions pour justifier le choix des barèmes utilisés. Je cite.
Application des barèmes et recherche du barème le plus approprié. La version 2015-2016 des barèmes, qui avait servi de base au calcul dans le premier décompte, ne contenait pas de rubrique spécifique pour les produits non publicitaires tels que vêtements, linge de maison ou de bain ou coques de portable, comme en atteste la table des matières de ces anciens barèmes. Pour disposer d'une base de calcul cohérente par rapport aux premières indemnisations déjà allouées, le concluant a consulté l'édition 2022 des barèmes de cette même organisation, l'UPP, qui contient au moins une rubrique impression sur vêtements textiles présentée comme suit. Et donc évidemment, je produisais la page extraite de ces barèmes. Par contre, je cite toujours les conclusions que nous avions déposées, aucune rubrique ne correspond à des coques de portable. Pour en convaincre le tribunal, le concluant produit un scan de la première page de la table des matières et des pages de la rubrique autres contenant des reproductions sur textile. Ceci démontre que les coques de portable ne sont pas énumérées dans la liste. En pratique, lorsqu'une reproduction se fait sur un objet qui n'est pas énuméré par ces barèmes, les photographes trouvent dans cette énumération un support aussi comparable que possible en fonction de la finalité de l'objet. Par analogie, et parmi les rubriques de cette catégorie autres, l'objet vendu reproduisant à titre principal une photo et ayant une fonction utilitaire et ou ludique ne peut être que le puzzle, pour lequel le barème est le suivant, en ne retenant que l'hypothèse d'un produit de petite taille. La colonne de gauche vise donc le nombre de produits qui ont été vendus et la colonne de droite contient le prix variable en fonction du tirage du produit et en se limitant au barème pour les produits les plus petits. Je cite toujours les conclusions. Si une coque de portable est en pratique plus petite qu'un puzzle de 500 pièces, elle est par contre plus exposée et circule de façon visible par tous les contacts du propriétaire qui s'en sert, ce qui compense et justifie l'application de ce barème sans avoir à le réduire. Donc vous comprenez l'idée. Fin de citation pour l'instant, vous comprenez l'idée. Oui, un puzzle de 500, 1000 ou 1500 pièces, c'est vachement plus grand qu'une coque de portable, mais d'un autre côté, le puzzle, il va rester sur votre table de salle à manger, alors que la coque de portable, elle va bouger partout, et c'est pour cette raison que j'expliquais au tribunal que c'était pas la peine de se lancer dans des calculs d'apothicaire pour savoir quelle était la taille d'une coque de portable par rapport à celle d'un puzzle. Il suffisait simplement de raisonner de cette manière-là, et puis c'était un peu... ça passe ou ça casse, je ne savais pas du tout ce que le tribunal allait en penser. Ensuite, je disais ceci, je cite à nouveau, dans ce calcul, il importe donc peu que le total du chiffre d'affaires généré par ces ventes soit de 16 221 comme le calcul le concluant ou de 11 469 € comme cela découle de l'attestation de la défenderesse. La quantité des ventes et le chiffre d'affaires réalisé était important pour déterminer sur quelle tranche de barème il fallait ensuite se baser. Dans les deux cas, les chiffres à utiliser sont identiques. Fin de citation. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, le rapport qui avait été établi par l'expert comptable était très flou et très ambigu. Alors, je ne sais pas si c'est de l'incompréhension ou si c'était un peu voulu, mais toujours est-il qu'il y avait des discordances entre certains chiffres et qu'on expliquait dans les conclusions et dans les calculs qu'on refaisait que ces chiffres n'avaient ni queue ni tête et qu'en se basant sur une autre pièce de la société poursuivie, il fallait retenir un chiffre d'affaires généré par les ventes de 16 000 € et des poussières, là le premier que je vous ai affiché, et pas de 11 000 €, mais qu'en bout de course, ça n'avait pas beaucoup d'incidence et d'impact parce que ce qui comptait, c'était surtout le nombre de pièces vendues. Je reprends ma citation. En l'espèce, et tenant compte des majorations également acceptées par le tribunal pour le premier décompte, donc ça sont les 25% que je mets pour chacun des trois postes, les éléments aggravants, si vous voulez, de la reproduction elle-même, des quantités vendues et de la nature des supports sur lesquels la photo était reproduite, le décompte se présentait donc, sous réserve de majoration après production des pièces ordonnées par le tribunal, de la façon suivante. Barème textile, drap de bain, il y avait 174 pièces vendues, t-shirt du modèle numéro 1, 66, t-shirt du modèle numéro 2, il y en avait 587, et un barème appliqué par analogie, les puzzles, et là il y avait 346 pièces vendues pour le produit qui était une coque de portable. Je cite toujours. Dans le décompte ci-dessous, les montants sont dès lors ventilés de la même manière et suivis, comme ce fut le cas pour la première partie de l'indemnisation déjà allouée et payée donc dans le premier jugement, d'une majoration calculée de la même façon que pour le premier décompte et couvrant les atteintes aux droits moraux. Et donc, ça s'affichait de la façon que je vous indique pour l'instant. Et je terminais en rappelant que, je cite, « Le tribunal notera que dans ses conclusions, la défenderesse, donc la société poursuivie, ne conteste pas le mode de calcul utilisé par le photographe ci-dessus. » Et donc, j'arrivais à 4 089,75 €. Fin de citation. Et donc, à tout cela, le tribunal a répondu ceci, de façon un peu plus brève évidemment que mes explications. Je cite,
Même s'il n'a qu'une valeur indicative, le barème établi par l'Union des photographes professionnels, UPP, permet de réaliser une estimation de la rémunération due au photographe au titre de l'utilisation de sa photographie sur différents supports. Au vu des listings produits, il est justifié du nombre de draps de bain, de t-shirts et de coques de téléphone portable contrefaisants vendus par la société poursuivie. L'attestation du 1er août 2022 de l'expert comptable relative aux marges commerciales de la société établit que l'utilisation de la photographie litigieuse sur ces différents supports a généré des revenus à la société poursuivie. En se référant au barème forfaitaire admis par les usages professionnels établis par l'UPP, y compris les majorations pour préjudice moral et eu égard aux quantités vendues et à la nature des supports sur lesquels la photo était reproduite, le préjudice subi par le photographe peut être évalué à une somme de 4 089,75 €, c'est-à-dire donc de nouveau au centime près que nous demandions. La société poursuivie ne conteste d'ailleurs pas le mode de calcul ainsi retenu. La société poursuivie sera condamnée à payer au photographe la somme forfaitaire de 4 089,75 € au titre de la contrefaçon de la photographie reproduite sur les draps de bain, les t-shirts et les coques de téléphone portable. Fin de citation. Notez également que, pour finir, que la société poursuivie avait aussi tenté un moyen de défense assez original qui consistait à dire « Votre décompte est exorbitant car même quand on achète un tirage photographique d'un photographe connu, ça ne coûte pas autant et le photographe qui est l'auteur de cette photo de pompier n'est absolument pas renommé. » Et pour illustrer ça, la société poursuivie précisait notamment à ce sujet, je cite donc les conclusions de la société que nous avions attaquée, 2 photographies de Robert Doisneau, l'un des plus illustres photographes français, ont été vendues aux enchères à Poitiers le 11 du 3 2017 à 3 700 € chacune, ce qui correspondrait à un record en la matière. Fin de citation. Et en réponse, moi j'avais déjà évidemment répondu dans les conclusions en rappelant que les photos pouvaient donner lieu à 2 types de ventes, soit des ventes de tirages originaux numérotés, signés ou pas, tirages originaux ou bien de tirages simples dont le prix évidemment allait varier selon la taille du tirage, etc. et évidemment la renommée, soit, ce qui est tout à fait différent et régi par d'autres mécanismes, y compris sur le plan fiscal, à une cession de droit, laquelle implique que le périmètre de la cession soit parfaitement défini. Et je concluais cette argumentation en précisant ceci, je cite, « Mieux encore, le même code de la propriété intellectuelle prévoit très clairement que ces 2 types d'opérations sont distinctes et que le propriétaire de la matérialisation d'une œuvre, qui en aurait donc acheté le support physique pour la photo, le tirage vendu, n'est pas pour autant titulaire des droits de propriété intellectuelle sur cette œuvre. » Donc je cite l'article L111.1 du code qui rappelle cette règle. Puis je dis, je cite à nouveau, fiscalement, ce n'est alors plus une TVA au taux de 5,5 qui est due, mais bien au taux de 10%. Les 2 opérations sont dès lors totalement différentes car le législateur, au moment de la promulgation de ce code, était en effet déjà conscient que les 2 valeurs économiques liées à l'exploitation d'une œuvre pouvaient être fondamentalement distinctes. La seconde, cession de droit à des fins commerciales ou de communication, pouvant générer des bénéfices directs ou indirects potentiellement plus importants que la valeur d'un simple tirage photographique. Il n'est donc nullement question de comparer la vente d'un tirage à une opération de cession de droit, de surcroît pour réaliser des produits commerciaux, comme le fit la société poursuivie dans le cas précis. Fin de citation. Ce à quoi le tribunal a répondu en une seule phrase, que je ne vous affiche pas, je vous la lis, je cite, « Il y a lieu de distinguer le prix de vente d'un tirage photographique et le coût de la cession des droits d'auteur. » Fin de citation. Voilà donc pour cette longue explication qui, je l'espère, vous sera utile. Les avocats pourront trouver la copie de ces décisions à l'aide des références qui s'affichent pour l'instant à l'écran. Et de mon côté, je rappelle que tout ceci n'est qu'une illustration pratique des explications détaillées accompagnées de nombreuses jurisprudences analysées et qui figurent dans mon ouvrage intitulé « Les juges face au barème professionnel » dont j'affiche pour l'instant la couverture et pour lequel je vous remets un lien également sous cette vidéo en plus du QR code qui vous amène au même endroit. Alors si vous plongez dans la lecture de cet ouvrage ou d'un autre, s'il vous plaît, commandez-les plutôt directement sur Bookelist plutôt que sur des plateformes en ligne type Amazon ou compagnie. Pour moi, ça change tout, ça me permet de vous en préparer d'autres qui vous aideront également au quotidien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler l'existence d'un autre ouvrage qui est sorti il y a quelques jours et dans lequel j'ai examiné cette fois-ci en détail cette sale et illégale manie des éditeurs, surtout dans la presse, d'utiliser la mention DR à côté des photos en lieu et place du nom du photographe. Cet ouvrage est paru dans la même collection que celui dont je viens de vous parler. Le lien est identique. La table des matières est visible sur la page de présentation du livre. Je vous mets également tous les liens sous ma vidéo. J'examine la question non seulement sous l'angle théorique, mais aussi au prisme de la jurisprudence qui a été rendue. Et surtout, je vous propose des argumentations clés en main pour vous aider lorsque vous vous confrontez aux éditeurs qui se sont livrés à cette pratique illégale.
Donc j'espère que cette capsule vous a plu, qu'elle vous a aussi donné l'envie de vous plonger dans mes ouvrages. J'ai aussi publié il y a 2-3 jours, mais ça restera en ligne uniquement jusqu'à dimanche, je crois, un quiz avec juste une question, un choix multiple et la possibilité pour vous de jouer. C'est totalement anonyme, je ne récolte pas les mails parce que je n'en ai pas besoin. Je vous propose 3 réponses à une question précise. Je vous invite à jouer et la réponse expliquée et commentée sera publiée sur mon blog à partir de lundi, sauf erreur, enfin plus ou moins lundi ou mardi. Donc d'ici là, vous avez la possibilité de vous essayer à ce petit jeu juridique. N'hésitez pas à vous plonger, pareil, à faire circuler également ce quiz pour que ça puisse servir à d'autres. Voilà, à très bientôt, au revoir.